Donc, le sujet d'aujourd'hui sera animé donc, par moi, Véronique Espegné, et par Yolande Tourneux. Un petit point historique. J'ai lancé en APC les ateliers des vendredis de l'info il y a quelques années et j'ai imaginé pour 2025 une évolution du format que je proposais jusqu'alors. Les thèmes préparés cette année seront tous animés à deux avec des spécialistes de chaque sujet au sein de Finance et Pédagogie. Je ne suis la spécialiste d'aucun, que ce soit clair, mais j'ai su m'entourer de collègues dont les recherches, les engagements et la curiosité font la richesse et la diversité du catalogue de Finance et Pédagogie. C'est Yolande Tourneux, du Nord, qui a initié depuis 2 ans l'énorme travail en faveur des aidants qui a été lancé à Finance et Pédagogie. Et c'est donc avec elle que j'avais envie de commencer ce matin en particulier et d'animer ce sujet qui a pour thème l'anticipation et la protection financière de la dépendance. Donc en fait, l'idée de ce matin, c'est vraiment de trouver les réponses financières, patrimoniales, matrimoniales, pour répondre aux difficultés ou aux angoisses que peuvent rencontrer à la fois des aidants et à la fois des personnes aidées. Voilà. Alors, le sujet de l'argent, vous le savez, parce que c'est le cas, quel que soit le moment où on en parle dans la famille, c'est un sujet qui est abordé, mais souvent de façon abusive, de façon évasive. Voilà, je fais rentrer en même temps, hein, c'est pour ça que voilà, donc c'est un sujet qui est abordé, mais de façon évasive. Et pourtant, c'est un sujet extrêmement important pour au sein des familles. Euh, Avec la personne aidée, en fait, 28% des personnes interrogées ont répondu que c'était difficile, voire très difficile à aborder, tout simplement parce que le sujet, il peut être vécu comme trop intrusif, source d'angoisse ou de conflit. Et puis, surtout, il y a une relation affective à préserver. C'est vrai que quand on est l'aidant de son conjoint ou de ses parents, et que l'on jette un coup d'œil aux dépenses qui sont faites pour quelqu'un qui a toujours été indépendant, ça peut être extrêmement compliqué de mettre de côté des dépenses ou d'expliquer qu'on va tout réorganiser. Donc c'est très compliqué dans les relations. Et puis, c'est aussi compliqué, pas seulement dans le lien aidant-aidé, mais avec les autres proches aidants. 26% des personnes interrogées répondent que c'est difficile, voire très difficile à aborder parce qu'il y a de la pudeur, il y a des inquiétudes, il y a la crainte qu'on soit mal interprété dans sa demande de, de questions ou de positionnement. Donc, c'est un sujet qui est peu abordé entre aidants, qui est aussi source de conflits. On se demande pourquoi il y a des questions qui sont posées, pourquoi est-ce qu'on va donner ou pas une procuration et comment on va la donner. Mais ça, on va en parler ce matin. Et puis, encore une fois, il y a une relation entre aidants qui est à préserver. Et un seul aidant est peut-être responsable de l'argent. Et là, encore une fois, ça peut mettre en difficulté. Oui, oui, Sandrine, le PowerPoint, il vous sera adressé à l'issue de l'intervention. Si un seul aidant est responsable de l'argent, ça peut mettre en difficulté sa relation avec, on va dire, pour faire simple, ses frères et sœurs ou d'autres aidants dans la famille. Donc, le sujet, il est rarement mis à plat jusqu'à ce que se pose un problème d'argent. Un problème d'argent qui peut être lié à un manque de ressources, à des dépenses incontrôlées, à une entrée en établissement, donc dans la réalité, à l'évolution normale de ce que rencontre une personne qui a besoin, une personne aidée. Du coup, on s'est posé la question, enfin surtout Yolande au départ, de quels étaient les enjeux à explorer, comment trouver, quelles étaient les difficultés que l'on pouvait rencontrer et les enjeux financiers. Alors aujourd'hui, on ne travaillera que sur l'avancée en âge. On n'a pas du tout, j'ai pas pris en compte le handicap
dans le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt l'avancée en âge. Vous allez voir comment on l'a traité. Parce qu'on n'avait qu'une heure et demie et il était difficile de tout traiter déjà en une heure et demie. Alors souvent, les enjeux financiers vont se poser au niveau de l'aide à la gestion financière du quotidien. Ça peut être simplement pointer les relevés de compte, mais ça veut dire continuer à les recevoir à la maison. Mais ça peut être aussi aider son proche sur, par exemple, une application bancaire. Au-delà de ça, il va y avoir la mise en place de l'aide professionnelle, puisque à un moment donné, peut-être que l'aidant ne suffira pas, il faudra se faire accompagner par des professionnels. Et puis, donc, financièrement, comment on met ça en place? Et puis, j'ai envie de dire, pour la fin, entre guillemets, hein, de l'aide, il peut y avoir l'entrée en établissement quand la situation s'y prête et que la personne ne peut pas rester chez elle. Tout ça, ce sont des enjeux financiers qui sont importants. Et derrière, les pistes financières que l'on va explorer ce matin, ce sont les outils bancaires du quotidien, plus ou moins adaptés à la situation. On va voir d'ailleurs comment comprendre tout ce que l'on peut faire finalement à partir de ces outils-là. Les outils dont on parle souvent, qui sont les produits de prévoyance et d'assurance vie, et on y pense un peu moins, bien que ce soit depuis quelques mois, on en entend plus parler à la télévision, il y a beaucoup plus de reportages, voire même de publicités, il y en a pas mal qui passent en ce moment, sur l'utilisation du patrimoine immobilier. Alors, pour démarrer, un petit truc qui peut déjà vous faire plaisir à vous ce soir, on ne sait pas, ce week-end, ça tombe bien, c'est vendredi, c'est déjà retrouver l'argent que l'on pourrait avoir, que l'on pourrait surtout avoir oublié sur Cyclades. Euh, pour vous rappeler comment ça fonctionne, lorsque un produit bancaire, je dis n'importe quoi, enfin voilà, je donne un exemple. Si vous ne faites pas d'opération sur un livret A pendant 10 ans, au bout de ces 10 ans, votre banque est obligée d'envoyer l'argent de votre livret A à la Caisse des dépôts qui va conserver votre argent pendant 20 ans. On appelait ça de mon temps, quand j'étais encore employé de banque, la prescription trentenaire. Aujourd'hui, c'est toujours la même prescription trentenaire, sauf que c'est conservé 10 ans par votre banque et 20 ans par Cyclades. Sur Cyclades, vous pouvez retrouver tous les comptes bancaires qui ont été ouverts, qui ont travaillé, qui n'ont pas été clôturés. Vous pouvez retrouver des primes lorsque vous avez travaillé en intérim ou lorsque vos salariés ont travaillé en intérim et qu'en quittant la boîte d'intérim, ils n'ont pas pensé à demander leur prime. Vous pouvez retrouver pour des enfants placés les allocations de rentrée scolaire, enfin Cyclades. euh, Attend avec impatience que les possesseurs de 7 milliards et demi d'euros se fassent connaître. Donc c'est déjà le premier travail à la limite que l'on peut faire, c'est d'aller sur le site Cyclades Caisse des dépôts, vérifier si à notre nom, il n'y aurait pas de l'argent qui attendrait. Pour info, vous pouvez même poser la question pour des personnes décédées. Et j'ai le souvenir d'un atelier en début d'année où on a pris l'exemple d'une personne qui était là, qui m'a dit, ben, en fait, on va chercher avec le nom de mon père parce qu'il est décédé et on a clôturé la succession avec le notaire. Et donc, je sais qu'il n'y a rien. Donc, on a fait la demande au nom de ce monsieur avec sa date de décès. Eh bien, écoutez, Cyclade avait encore de l'argent pour lui. Et donc, je ne sais pas si c'est passé en succession. Après, ça peut tout aussi bien être un compte qui a été oublié et sur lequel il y avait 1,45 € hein, que, je l'ai vu dernièrement, un compte sur lequel il y avait 3 600 € qui attendaient sur sur un contrat d'assurance vie. Donc, vous avez Cyclade qu'il faut connaître et vous avez le site, on en reparlera un petit peu plus tard mais rapidement, Agira,
où là, Agira, c'est une association de professionnels de l'assurance. Donc là-dessus, vous pouvez vérifier si la personne avec qui vous avez eu un accident est bien assurée, mais vous pouvez, voilà, il y a bien une assurance voiture, mais vous pouvez également vérifier s'il n'y a pas un dispositif obsèque au nom de la personne décédée ou un dispositif dépendance. Agira vous donnera toutes les réponses. Vous pouvez là aussi les saisir par Internet. Voilà. Les dispositifs légers pour l'accompagnement financier du quotidien, dans les situations les moins graves, je vous le disais tout à l'heure, un accompagnement simple, rassurant de l'aidant vers l'aider, ça va être l'accompagnement du quotidien, c'est-à-dire le relevé de compte, on pointe les opérations, euh, la première chose qu'on peut faire aussi, en fonction des besoins de la personne et surtout si on n'y a pas pensé avant, c'est d'aller sur l'application bancaire, pour peu qu'elle ait une application bancaire, ou d'aller à la banque de la personne que l'on aide pour, si elle a une carte bancaire, bloquer les achats depuis l'étranger ou bloquer les retraits depuis l'étranger, c'est possible. Ça prend 12 secondes. Et sur des personnes du grand âge qui sont très rarement sorties de chez elles et en tout cas qui veulent absolument plus sortir du canton, ça peut être la première chose, voilà, pour rassurer, puisque chaque fois qu'on ouvre la télévision, il y a des reportages sur les fraudes. Déjà, en bloquant ces achats-là, ça peut déjà avoir quelque chose, être rassurant pour la personne. Et puis, on peut se poser la question de la procuration. On va voir ça tout de suite après. En tout cas, la procuration, on ne le dira jamais assez, pour être valable et qu'elle ne souffre pas de contestation, elle doit être réalisée avant l'éventualité d'une perte de capacité intellectuelle du mandant. Ça veut dire que ça doit vraiment être fait pendant que la personne est encore capable de savoir qu'elle donne une procuration. Donc, il ne faut pas le faire trop tard. Une procuration, on va le voir tout de suite, c'est un document qui est écrit, qui va préciser si la procuration est générale ou limitée. Quand elle est générale, elle concerne toutes les opérations pour une durée indéterminée. Et quand elle est limitée par la personne, le titulaire du compte, pourquoi pas, lorsqu'elle concerne seulement certaines opérations, certains montants et une durée déterminée. Par exemple, on rentre à l'hôpital pour se faire opérer de la hanche, au cas où, on donne une procuration à un proche pendant toute la durée du séjour, voire la durée du séjour, et s'il y a un établissement de soins de suite pendant la durée où on sera à l'hôpital. Donc, on peut donner aussi une procuration sur un même compte à plusieurs mandataires. Ils peuvent agir séparément sans se consulter, sauf si dans la procuration, on va préciser le contraire. Donc, en fait, une procuration, ça peut être une procuration générale ou ça peut être du sur-mesure en fonction des craintes ou des besoins du titulaire du compte. Le mandataire ne peut pas clôturer le compte du titulaire, encore heureux, et surtout, il va toujours agir sous les ordres du titulaire. Donc ça, c'est très important de savoir que quand on donne procuration, on ne donne pas un blanc-seing. On a la possibilité, enfin, d'abord de sortir la procuration à n'importe quel moment. Elle peut prendre fin, mais il est très important pour le titulaire de vérifier les opérations qui sont faites parce qu'il en est seul responsable et que un mandataire qui agirait peut-être trop rapidement ou sans prendre trop de précautions doit être retenu de façon importante. Donc, on met fin à une procuration à tout moment sur une demande écrite du titulaire du compte ou du mandataire adressé à la banque. Alors ça, c'est très important parce que enfin, c'est aussi essentiel. Évidemment que le titulaire du compte peut mettre fin à la procuration, mais c'est essentiel aussi que le mandataire puisse le faire. Moi, j'ai vu des cas où des personnes avaient le sentiment qu'elles voyaient des opérations faites par le titulaire du compte. Elles avaient le sentiment que la personne se mettait en danger et elles ne voulaient pas cautionner ça. Et un mandataire
qui est en total désaccord avec ce qui se passe, peut très bien dire non, non, moi je veux plus du tout pouvoir par la suite être tenu pour responsable d'opérations que je trouve bizarres. Voilà. Donc, on peut y mettre fin sur demande écrite. À la fin de la durée prévue, évidemment, si on a prévu une durée déterminée, au moment où le titulaire ou le mandataire vont être placés sous tutelle, et au moment, évidemment, où il y a le décès, soit du titulaire, soit du mandataire. Alors, on peut agir donc avec la procuration, mais on peut évidemment agir aussi avec les comptes bancaires. On ne le sait pas assez. Alors, je ne vais pas revenir sur le compte individuel, vous le connaissez tous et toutes, puisqu'il appartient à une seule personne. Les opérations ne peuvent être effectuées que par le titulaire du compte, sauf s'il donne la procuration à une autre personne. Vous avez le compte joint que vous connaissez aussi, qui appartient à plusieurs cotitulaires. J'ai l'habitude de dire pendant mes ateliers qu'on n'est pas obligé de coucher ensemble pour avoir un compte joint. Vous pouvez avoir un compte joint avec des enfants, avec des colocataires. Voilà, le compte joint, il n'est pas limité dans l'utilisation. Par contre, les opérations sont effectuées ou peuvent être effectuées par chacun des cotitulaires, mettant en danger peut-être ce compte joint. Et puis après, il y a un compte que personnellement, je trouve extrêmement intéressant, en tout cas pendant la vie de chacun. Vous savez, le compte joint, c'est le compte monsieur, on va faire simple, hein, je vais être caricatural, c'est le compte monsieur ou madame, ou en tant que féministe, madame ou monsieur. OK. Le compte individu, c'est le compte qui est souvent utilisé au moment d'une succession dans le cas d'une indivision, mais finalement, c'est le compte qui est utilisé aussi quand on se désolidarise d'un compte pendant une procédure de divorce. C'est le compte monsieur et madame ou madame et monsieur. Donc, c'est un compte bancaire qui appartient aussi à plusieurs cotitulaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les opérations doivent être validées par tous les cotitulaires. Sur un compte individu, il n'y a pas de possibilité d'avoir une carte bancaire, parce que la carte bancaire, vous pouvez l'utiliser seule. Par contre, il y a la possibilité d'avoir un chéquier. Mais c'est un chéquier où il devra y avoir 2 signatures pour que le chèque soit valide. Donc, je me mets encore dans l'idée du grand âge, avec un parent qui a toujours été autonome, mais qui l'est un petit peu moins, en tout cas qui a des fragilités. On peut lui laisser, on peut prendre un compte individu, voilà, pourquoi ne pas faire un compte individu avec cette personne-là, lui laisser le chéquier, et s'il y a des chèques qui sont faits avec une mise en danger, il y a toujours la possibilité de dire le chèque ne présentait pas les 2 signatures, donc le chèque ne doit pas être payé. Voilà. Donc, dans la vie quotidienne, et toutes les personnes qui ont rencontré, comme vous, dans leur vie professionnelle, des personnes en situation de divorce, savent à quel point c'est très compliqué de garder ce compte-là, où chacun doit dire j'autorise le prélèvement, j'autorise le paiement, etc. N'empêche, dans le suivi d'une personne fragile, ça peut avoir son intérêt. Il n'y a pas que ça qui a son intérêt. En tout cas, lorsque on fait un changement dans la vie quotidienne, de la personne que l'on accompagne, il faut prévoir un bilan annuel de gestion afin que la famille, les autres proches, soient toujours au courant de l'évolution des finances du ou des parents. Alors, il y a là encore la possibilité, puisqu'on a touché au compte bancaire, il y a aussi la possibilité d'adapter des moyens de paiement. Alors, j'ai mis cette slide uniquement parce que souvent, en atelier, on me dit, on me remonte, hein, que ce soit d'ailleurs des personnes qui assistent aux ateliers ou des professionnels, quand j'ai voulu changer de carte bancaire ou quand je suis allée voir ma banque, on m'a dit que je n'avais pas le choix de la carte, que c'était celle-là et pas une autre. Et souvent, celle-là, c'est une carte avec une réserve d'argent
ou une carte avec un débit différé. Et là, j'ai voulu vous montrer ce que l'on trouve dans les documents de tarification bancaire. Alors, je vous ai mis là, je pense que c'est la banque postale. Je vous ai mis la caisse d'épargne et je me demande si c'est pas le Crédit Agricole là. Voilà. En fait, je vous ai mis ça pour que vous voyez une chose, c'est que un commercial qui vous dirait on n'a qu'une seule carte à donner aujourd'hui, à vendre aujourd'hui, à mettre à votre disposition aujourd'hui, serait un commercial que l'on peut rapidement, en fait, à qui on peut rapidement dire, mais non, pas tout à fait, parce que regardez sur votre document de tarification, d'abord vous avez carte au pluriel ici, vous avez toute une série de cartes qui sont prévues de la simple carte de débit ici aux cartes de plus en plus importantes. Et là, de la même manière, sur ce document de tarification, vous avez le type de carte de paiement internationale à débit immédiat ou à débit différé, à autorisation quasi systématique. Donc, il n'existe nulle part dans aucune banque une carte unique. Il y en a plein. Et peut-être que c'est l'occasion d'envisager avec votre parent un nouveau type de carte pour le rassurer, pour qu'il se dise pas je suis en danger. C'est pas la peine de lui mettre peut-être entre les mains une carte chère et extrêmement poussée si, encore une fois, la seule activité qu'il fait avec, c'est d'aller retirer de l'argent à sa banque. Voilà. Donc, je n'ai mis ça que pour ça, hein. Voilà. Alors, grâce à, d'ailleurs, grâce à Yolande, j'ai redécouvert, c'est que lorsque l'on se marie, les règles du mariage définissent l'aide, et ça s'adresse particulièrement à l'aide faite par le conjoint. Donc, les règles du mariage définissent les aides que l'on est amené à apporter à l'autre dans le cadre du mariage. Donc, évidemment, comme d'habitude, les concubins ne sont pas là-dedans et les personnes pacsées n'y sont pas non plus. Alors, le mariage crée des droits et des devoirs entre époux. On va y trouver des règles qui concernent la vie commune, le devoir de secours, d'assistance. Alors ça, c'est ce que vous lit la personne qui va célébrer le mariage civil et qu'on écoute finalement d'une oreille pas toujours extrêmement attentive, c'est les articles 212, 213, 214, 215 du Code civil, et qui sont quand même les règles qui régissent la vie commune. Donc ce sont des règles importantes. Le devoir de secours et d'assistance, ça peut signifier que si monsieur est sorti hier soir et qu'il a crevé sur l'autoroute, qu'il est 3 heures du matin et qu'il vous appelle, vous êtes censé, alors excuse-moi Mickaël, je crois que tu es tout seul hein, en garçon, mais néanmoins, quand vous avez épousé votre conjoint, vous avez le devoir de secours. Alors, c'est pas que un secours matériel, en tout cas d'aller le chercher sur l'autoroute, c'est un devoir de secours matériel et financier. Il y a également, on va le voir, des règles de représentation entre époux qui s'appliquent, et quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux. Et ça aussi, c'est très important, parce qu'en fait, on a le sentiment qu'il pourrait y avoir des choses obligatoires dans les contrats de séparation de biens, de communauté réduite aux, enfin de régimes de communauté universelle, etc. Et en fait, quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, la loi décide d'un certain nombre de règles, et c'est ce qu'on appelle le régime matrimonial primaire, impératif. C'est-à-dire que on ne peut pas échapper à ces règles-là. Donc, le régime matrimonial primaire, qui s'applique à toutes les personnes qui se marient, vise à préserver sur le plan matériel les intérêts du couple, tout en assurant à chacun une indépendance compatible avec la communauté de vie créée par le mariage. Alors, par exemple, ça va être la contribution des époux aux charges du mariage. Donc ça sera, déjà c'est très important, mais je sais que on en reparlera
dans le prochain atelier là, du 7 mars sur l'éducation financière des filles, parce que chacun, et le droit avance, hein, chacun, les notaires, les avocats, les époux, ont une idée différente de cette contribution aux charges du mariage. Mais fermons la parenthèse. Dans les intérêts du couple, il est dit que l'on doit pouvoir se passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage, c'est-à-dire que votre conjoint ou un conjoint ne pourra pas dire je refuse la femme de ménage parce que j'étais pas au courant qu'elle devait venir à la maison aider. Là, on peut considérer que le contrat euh, pour engager une personne qui vient donner un coup de main à domicile peut être passé par un seul parce que ça va faciliter la vie des deux. Euh, pour l'éducation des enfants également, on considère qu'il n'y en a qu'un qui peut être amené à signer les contrats, à choisir l'école, à choisir les activités, parce qu'il agit, on a le sentiment, le droit considère qu'il agit au nom des deux. Donc, c'est ce statut impératif du régime matrimonial primaire permet la réalisation d'un certain nombre d'actes considérés comme étant normaux par seulement l'un des époux. Alors, donc, l'application de ce régime est parfois suffisante pour gérer la vie commune, même si l'autre conjoint n'est plus capable de co-signer ou de consentir aux actes. L'époux qui agit seul est présumé avoir reçu un mandat tacite de son conjoint. Donc, pour un certain nombre d'opérations, on va le voir tout de suite après, l'article 1432 qui est lu dans le régime de la communauté ou 1540 qui est le régime de séparation de biens, donc crée cette présomption de mandat tacite. On a toujours l'idée, le législateur, il a toujours eu l'idée que le conjoint, que chaque conjoint agissait pour le mieux au nom des deux ou au nom de chacun. Bon. Tous les actes, par contre, ne sont pas couverts par cette présomption qui ne joue que pour les actes d'administration et de jouissance. Par exemple, je peux prendre la décision de faire des travaux dans la maison, de changer la chaudière ou de savoir où on va habiter. Si l'un des deux conjoints n'est plus en état de prendre les décisions, on considère que l'autre conjoint va faire son possible pour accompagner et pour prendre les bonnes décisions. Donc, les actes qui sont couverts, c'est le fonctionnement du compte courant en commun, les actes qui ont pour objet l'entretien du ménage, la gestion des biens communs, s'il s'agit d'actes conservatoires ou d'administration. Voilà, donc je veille au bon entretien du logement, je veille à faire les achats nécessaires pour la maison, pour la voiture, faire les travaux nécessaires sur la voiture, etc., etc. Mais il y a évidemment des actes qui ne sont pas couverts. Ce sont les actes de disposition qui, là, nécessitent l'accord des deux époux. La gestion des biens propres à chaque époux qui dépend du régime matrimonial choisi, donc le régime de la communauté des biens réduit aux acquits quand il n'y a pas de contrat de mariage, le régime de la séparation des biens et celui de la communauté universelle. Les actes de disposition, ça va être par exemple de décider de vendre. Là, il faut absolument l'accord des deux époux. Parce que c'est un acte grave et engageant, la décision de vente. Voilà. Et puis, chaque bien des biens qu'on a reçus de ses parents, voilà, et je suis plus en état de les administrer comme il faudrait ou de prendre les bonnes décisions, mais ce sont des biens propres. Si il y a une décision de mise en vente, mon époux ne pourra pas prendre la décision à ma place. Il devra être accompagné. Et donc là, encore une fois, la loi va être là pour encadrer. Il peut y avoir des décisions prises par des juges. Le juge, par exemple, des contentieux et de la protection. Alors, ensuite,
euh, on va rentrer tranquillement dans la deuxième partie pour faciliter, enfin, qui vont être de rechercher les aides financières ou de trouver comment récupérer un petit peu d'argent pour accompagner l'évolution soit des maladies, soit de l'âge. Aujourd'hui, le coût de la prise en charge d'une personne âgée dépendante, on en parlait il y a quelques semaines avec Yolande. Bon, on peut se dire que sur un établissement, on va difficilement trouver des établissements qui prennent en charge pour moins de 2 000 € par mois. Et en fonction de la dépendance, ça, évidemment, ça va monter de façon assez importante. Mais il y a également la dépendance, entre guillemets, légère, qui permet encore, en fait, c'est ce que veulent les Français quand on leur parle de la dépendance. Ils disent, moi, en fait, ce que je veux, le bien vivre à la retraite, le bien vivre dans les années à venir, c'est de rester chez moi le plus longtemps possible. Donc, il y a une volonté très importante aujourd'hui d'aménager son domicile. Sauf que aménager son domicile, ça peut vouloir dire aménager sa cuisine, mais ça peut vouloir dire aussi, et là, il y a beaucoup de publicité à la télévision pour ça, aménager sa salle de bain, donc transformer une baignoire en douche ou mettre des barres de levage dans les toilettes, dans la douche également, enfin, ou si on la prend assise, etc. Mais ça peut être aussi installer un fauteuil qui va permettre d'aller du rez-de-chaussée au premier étage. Bon. Et ça, ce coût-là, il est important. On peut, là encore une fois, se faire accompagner parce qu'il y a, et heureusement, j'ai envie de dire, des structures qui vont nous donner une idée, qui vont nous accompagner pour trouver trouver les financements nécessaires, les aides, les subventions que l'on peut avoir, ou nous donner une idée de combien cela coûterait d'aménager son domicile. Alors, ces structures, ce sont les structures d'accompagnement et de répit. Donc là, encore une fois, je vous ai mis les liens à chaque fois, hein. Vous avez cette structure-là pour les personnes âgées.gouv.fr qui vous donne accès à tous les annuaires à partir de votre code postal. Dans ces plateformes-là, vous avez des informations et des conseils. Et puis, on va vous aider à repérer les besoins et les attentes des personnes. On va vous trouver des solutions aussi, des professionnels pour venir justement aménager le domicile. Donc, voilà. Alors, ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Vous allez avoir également toutes ces associations-là qui mettent à disposition de la documentation, des rendez-vous, et là encore une fois, qui ont l'habitude de cette partie aménagement et qui vont pouvoir trouver des solutions au plus proche de chez vous. Voilà. Et là, je vais appeler Yolande qui va prendre la suite. Je suis Voilà. là. Très bien. Voilà. Si je peux me permettre, Vas-y. Véronique, pour Oui. compléter un petit peu, si tu peux revenir 2 minutes sur la slide où on Oui. voit .gouv. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien enfin, ce site-là. Tout simplement parce qu'il est simple à trouver et quand on met le code postal de la région, enfin, ou de la ville, on voit apparaître effectivement toutes les structures qui peuvent venir aider le binôme aidant-aidé, c'est le cas de le dire. Et ça va de l'aide à domicile en passant par les structures SAD, SIAD. Vraiment, vous allez trouver tout ce qu'il y a dans un rayon du 10, 20 km autour du code postal que vous avez mis. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que vient de vous dire Véronique, c'est de repérer très très vite ce qu'on appelle les plateformes d'accompagnement et de répit. Alors, suivant les départements, elles ont des noms différents. Donc, vous avez plateforme d'accompagnement, plateforme aidant, plateforme de répit. Et c'est important de
je pense, de commencer par là, parce que comme l'a dit très justement Véronique, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble vous allez trouver une équipe pluridisciplinaire à votre service. Ça va de l'assistante sociale à l'infirmière, à l'ergothérapeute, au juriste, au psychologue. Vous allez vraiment retrouver toutes ces personnes qui peuvent vous faire une approche pluridisciplinaire de votre situation. Et là encore, j'aime bien parce qu'il traite le binôme aidant-aidé. On ne s'occupe pas que du bien-être de l'aider, on s'occupe aussi de trouver des solutions pour le bien-être de l'aidant. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller chercher l'information sur ces plateformes de répit. Au démarrage, quand elles ont été créées, elles ont été créées tout de suite, il y en a eu à peu près 220 sur tout le territoire français, il y en a 300 aujourd'hui. Et même dans différentes régions, ils ont scindé les plateformes. Par exemple, dans le Nord, je vais parler de moi puisque je suis à Lille. À Lille, vous avez une plateforme aidant-aidé pour les personnes en perte d'autonomie, les personnes âgées, et vous avez une plateforme aidant-aidé pour ceux qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez, ils ont même réussi dans certaines régions à scinder les deux pour apporter encore plus d'informations et plus de compétences suivant les typologies de binômes aidant-aidés. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Véronique, à ce que tu avais fort bien dit. Non, non, Voilà, et puis on va poursuivre. Si tu peux retourner donc sur oui, sélectionner les produits financiers et adaptés. voilà. Voilà. Alors, je prends la suite, c'est-à-dire que vous avez vu, Véronique vous a expliqué effectivement quand on est dans une situation première avec peu de difficultés, on va dire, ou des difficultés commençantes, mais petit à petit, bien souvent, les situations évoluent et donc on va devoir, comme l'a dit Véronique, avoir recours à alors soit à devoir aménager des lieux privés, donc le domicile pour pouvoir maintenir à domicile, voire, quand ça s'aggrave encore, passer sur un établissement. Et là, effectivement, on va rentrer dans des coûts qui sont assez importants. Et là, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, on a vraiment anticipé, et donc, c'est très bien. On l'a vu très, très en amont et on a souscrit des produits, des services qui permettent de prendre le relais financier ou le complément financier de ce qu'on peut avoir par rapport aux aides sociales que vous connaissez bien en tant que professionnel. En tout cas, je pense aux APA, je pense à toutes ces aides sociales que vous connaissez bien, mais des fois qui ne suffisent pas non plus pour pouvoir maintenir la personne à domicile ou rentrer en établissement. Donc, il y a un certain nombre de produits qui peuvent venir aider à condition effectivement qu'ils soient souscrits ou bien en amont, que la réflexion ait été menée bien en amont, ou pas trop tard. Si effectivement on est déjà dans la situation, ces produits-là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué de les souscrire pour avoir une aide immédiate financière. Mais je pense que dans votre travail d'accompagnant social, c'est votre sujet aussi de dire qu'il existe d'autres produits. Alors évidemment, après, c'est renvoyer les personnes sur le banquier, sur les spécialistes ou les assureurs, mais au moins que vous ayez l'information et que vous puissiez la transmettre pour que les gens puissent aller plus loin. Alors, il y a deux types de produits financiers qui peuvent être adaptés pour venir en complément financier des aides sociales existantes. C'est ce qu'on appelle les assurances souscrites par et ou pour l'aider, contrat de couverture complémentaire via les mutuelles ou l'assurance dépendance, ou alors de l'épargne que l'on constitue très très en amont, et là encore par et ou pour l'aider, et je vous parlerai rapidement des plans d'épargne retraite et des plans épargne action et de l'assurance vie qui, souscrits à un certain moment dans un certain but, peuvent servir au moment où effectivement il faut faire un complément d'argent suite à une dépendance qui évolue. Voilà, si tu peux me mettre la Oui, suite, Véronique, voilà. oui.
Voilà. Je vais commencer par le contrat de couverture complémentaire santé. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et pourquoi j'en parle à ce niveau-là? C'est parce qu'effectivement, je rappelle que quand on quitte une activité professionnelle, on perd la mutuelle de l'employeur. Et donc, il est tout à fait prudent de pouvoir souscrire une mutuelle en relais. Et effectivement, de bien la regarder, cette mutuelle que l'on va prendre, parce qu'il va falloir la relire et bien voir et l'adapter à l'état de santé actuel et déjà penser à l'état de santé qui peut se dégrader. Donc, bien lire les contrats et penser tout de suite à élargir la liste des soins médicaux qui peuvent être remboursés par rapport à cette complémentaire santé, car effectivement, bon, c'est pas être pessimiste que de dire ça, mais quand on arrive dans un certain âge, les choses ne vont jamais en s'améliorant. Donc, il faut mieux avoir prévu très, 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 très en amont. Donc, la complémentaire santé, première chose à revoir, très en amont, et puis l'adapter selon les circonstances. Ensuite, si tu peux passer, Véronique, un produit dont je veux vous parler également, qui s'appelle l'assurance dépendance. Donc, elle vise à couvrir les frais liés à la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, et elle est proposée par les compagnies d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Pourquoi j'en parle? Bah, parce que quand elle a été souscrite, elle permet de couvrir divers frais comme l'aide à domicile ou l'hébergement en maison de retraite. Ce sont des contrats qui garantissent soit la dépendance totale, soit la dépendance partielle. Donc là encore, il faut regarder les contrats, bien, bien, bien les lire. Le contrat va définir l'état et le degré de dépendance assuré, ainsi que les conditions de mise en jeu de la garantie. C'est comme tout produit d'assurance, hein, il faut lire les petites lignes, les petites lettres. C'est là qu'on retrouve vraiment toutes les spécificités de chaque contrat. Et je rappelle que l'état de dépendance, pour que l'assurance puisse être enclenchée, l'état de dépendance doit être constaté médicalement dans les conditions prévues par le contrat. Souvent, bah, ça doit être validé par un médecin agréé qui est pas agréé par l'assurance et que l'on peut solliciter au moment où ça devient nécessaire. Petite chose importante aussi, les assureurs ont créé un label, le label GAD, Garantie Assurance Dépendance. Je pense qu'il est intéressant lorsqu'on on vise à souscrire ce type d'assurance dépendance à viser ce label. Pourquoi? C'est parce qu'il va garantir un cahier des charges minimum en 9 points clés qui sont quand même importants, entre autres un contrat rédigé dans un vocabulaire clair, facile à comprendre, plus facile à comprendre qu'un contrat classique, des garanties de versement d'une rente viagère, quelle que soit la date d'apparition de la dépendance lourde. C'est là aussi que on peut, alors je ne vais pas vous faire les neuf, hein, il suffit que vous tapiez la Belgade sur Internet, vous allez retrouver le tout. Tant qu'à faire, si quelqu'un veut aller sur ce type de contrat d'assurance, visez plutôt les contrats où il y a ce label GAD qui est quand même une sécurité pour souscrire ce type d'assurance. Si tu peux passer, Véronique, au suivant, voilà. Donc, les caractéristiques, je rappelle, hein, d'une assurance dépendance, pour que vous ayez en tête les grands repères. D'abord, c'est une assurance, ce n'est pas de l'épargne, c'est une cotisation à fonds perdu qui garantit le versement d'un capital ou d'une rente viagère en cas de perte d'autonomie médicalement constatée. Ce type d'assurance, il faut en faire bien la différence avec, par exemple, une assurance vie dont on parlera tout à l'heure, qui là est de l'épargne, c'est-à-dire de l'argent mis sur un produit et rémunéré et qu'on pourra toucher à un moment donné pour différentes raisons dont je reparlerai tout à l'heure. Là, on est sur une cotisation à fonds perdu. Les cotisations peuvent augmenter avec le temps. Il y a un âge minimum et maximum de souscription avec un montant de cotisation en fonction de l'âge, payable tant que le risque de dépendance n'est pas survenu.
Et il y a aussi, et c'est important d'aller voir cette rubrique sur ce type de produit, un délai de carence et un délai de franchise. Donc ça, c'est vraiment les 4 points là qu'on vous a mis, c'est les points qu'il faut aller regarder plus spécifiquement dans le contrat et voilà, les choses différentes qu'il peut y avoir à travers les contrats. L'âge minimum pour ce type de contrat pour le souscrire est en général entre 50 et 75 ans. Et l'âge maximum dépend également du contrat et généralement entre 70 et 80 ans. Donc, vous voyez, il y a quand même des écarts importants, donc d'où l'importance de vraiment aller voir ce qu'il y a dans chaque contrat, puisque ce n'est jamais la même chose d'un, d'une assurance à l'autre. Voilà, tu peux passer, Véronique, à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, alors oui, petite chose que je voulais vous dire, sur ce type de produit, il y a actuellement à peu près une trentaine de contrats sur le marché. Quand je vous disais qu'il y a de quoi comparer, vous voyez, ah, grosso modo, il y a une trentaine de contrats différents sur l'assurance dépendance sur le marché actuellement. Alors, pour savoir si une personne a souscrit ce type de contrat, bah, le meilleur moyen de le savoir, c'est quand même qu'il y ait de l'échange dans le binôme aidé et aidant, c'est-à-dire que justement, un aidé qui a souscrit ce type d'assurance il y a déjà bien longtemps, bah, en fasse part au niveau de l'aidant, quand il commencera à y avoir des problèmes, pourra commencer à se renseigner pour voir si on peut actionner le contrat ou pas. Maintenant, il n'y a pas toujours de communication ou il y a un oubli de communication sur certaines choses. Et donc, on reprend l'information que vous avez donnée, Véronique, tout à l'heure, la GIRA. Donc, on vous a remis le site où effectivement, la GIRA pourra vous dire effectivement s'il y a un contrat de ce type, dépendance, qui a été souscrit par l'aidé à un moment donné. Et ça pourra effectivement, à ce moment-là, aider l'aidant à bah, actionner ce contrat qui a été mis en place. Les autres outils financiers. Alors, je vous en parle, même si ce sont des produits qui sont non dédiés dans leur objet à la protection de la dépendance, et ce, en première intention, mais qui peuvent malgré tout, être utilisés en cas de dépendance, à condition que ça soit prévu au niveau du contrat. Alors, dans cette rubrique, vous allez avoir ce qu'on appelle le contrat prévoyance contre les risques majeurs de la vie. Ce sont des contrats en général qui sont souscrits pour couvrir le décès, l'invalidité, l'incapacité. Vous avez ensuite les outils d'épargne retraite qui favorisent la constitution d'une rente viagère. Donc ça, ce sont des produits qui ont dû être souscrits très, très, enfin, en amont, ou encore quelque chose qui est un peu moins connu et que tout le monde ne souscrit pas, mais enfin, je vous en parle quand même, le plan épargne en action. Alors, pourquoi ce sont on peut utiliser aussi ces produits qui auraient été souscrits à un moment donné par l'aider pour les dépendances. Alors, on va passer à la slide suivante. Parce que tout simplement, ces outils ont permis à un moment donné de mettre de l'argent de côté, ou alors ce sont des outils qui, s'ils n'ont pas été utilisés du temps, par la personne, par l'aider, du temps où il était en pleine possession de ses moyens, pourront être débloqués et utilisés pour venir en complément financier d'aide sociale, pour pouvoir permettre, par exemple, un aménagement d'un domicile ou aller en établissement. Alors, bien évidemment, si je passe rapidement, entre autres sur le plan épargne retraite, ce produit on peut en sortir en capital ou en rente viagère. Et dans le cas effectivement d'une sortie en rente viagère, vous comprenez bien
bien que ce sont des sommes qui peuvent être débloquées régulièrement et par petits montants, ce qui milite tout à fait dans le sens de dire bah, ça pourrait venir en complément de ce que je pourrais avoir comme aide pour pouvoir rentrer en établissement, par exemple. Autre outil qu'on peut préconiser et que les personnes ont pu souscrire en tant qu'aidés, c'est l'assurance vie. Alors, vous le connaissez bien, je pense, ce produit. C'est le placement préféré des Français. Et je rajouterais, y compris pour la dépendance. Bon, normalement, pour faire un rappel rapide, l'assurance vie, c'est l'argent que l'on met en épargne pour des projets de vie. C'est-à-dire, normalement, on met de l'argent sur ce type de produit rémunéré pour pouvoir, par exemple, financer les études des enfants, faire un voyage, mais aussi, on peut dire, je le fais en vue d'un complément de revenus au moment de ma retraite, voire au moment où ben, je perdrais un petit peu d'autonomie, où il faudrait de l'argent pour pouvoir, là encore, aménager un domicile ou rentrer en établissement. Alors, il faut savoir aussi que dans ce type de produit, pour certains, il est possible de souscrire une option dépendance. Alors, certes, qui peut intéresser tout le monde, mais qui intéressera particulièrement les personnes qui ont crainte justement d'avoir un vieillissement un peu problématique avec de la perte d'autonomie. Comme disait Véronique tout à l'heure, ces produits-là peuvent servir aussi de réassurance pour la personne. Ça soulage de ce qui pourrait arriver. On dit, ah ben j'ai mis en place quelque chose. Voilà. Alors là encore, c'est un produit où on peut sortir en rente, donc en complément encore d'aide ou de revenus ou de retraite que l'on a. Et je rappelle que ces sorties en rente peuvent bénéficier fiscalement d'une option favorable. Donc, c'est intéressant d'avoir recours à ce type de produit. Alors, je rappelle quand même que lorsque le contrat souscrit contient une option dépendance, il peut y avoir un coût supplémentaire. Donc ça aussi, c'est à bien regarder dans les contrats et bien question à poser lorsque l'on va souscrire ce type de produit. Voilà pour l'assurance vie. Vous comprenez bien que le but de l'intervention aujourd'hui, comme notre temps est limité, je ne peux pas vous détailler tout sur l'assurance vie, mais le but, c'est de vous donner une liste un peu à la Prévert de ce qui peut être mis en place en amont pour pouvoir subvenir justement financièrement à tous ces frais qui vont arriver. On va passer à la slide suivante. Donc là, on a vu les produits d'assurance et les produits financiers. Il y a autre chose effectivement auquel on peut penser en tant que travailleur social quand on accompagne des binômes aidants-aidés, c'est de voir s'il y a du patrimoine immobilier, si les personnes ont pensé à justement avoir une utilisation optimale de ce patrimoine immobilier. Donc là encore, en tant que travailleur social, à vous, je vous donne les informations aujourd'hui pour que vous puissiez renvoyer ces personnes vers les spécialistes que sont les notaires, en général sur ces problèmes immobiliers, voire les banquiers. En revanche, il est bien évidemment que vous ne pouvez orienter les gens que vous accompagnez sur ce type de solution qu'à partir du moment où vous en connaissez un minimum sur ce qu'on pourrait proposer. Donc, c'est le but, là encore, de la présentation aujourd'hui. Alors, l'utilisation optimale du patrimoine immobilier, c'est toujours quelque chose d'un peu touchy et pourtant qu'il faudrait anticiper dans la mesure où il est toujours difficile quand une personne commence à avoir des troubles cognitifs où l'état de santé commence à se dégrader, de dire, bon, bah, c'est pas grave, on a un immeuble, bah, on va le vendre, on va faire ci, on va faire là. L'immobilier, c'est du temps long.
Donc, effectivement, on ne fait pas ça dans l'urgence. Donc, c'est un patrimoine que je dirais difficilement mobilisable, sauf si on a prévu les choses en amont, qu'on y a réfléchi et puis voilà, qu'on a essayé de mettre en place un certain nombre de choses. Les délais sont importants pour la prise de décision de vente, par exemple. Les délais, une fois que la décision est prise, les délais sont encore importants quand on a décidé de vendre, bah, parce qu'il y a le marché de l'immobilier, donc c'est pas toujours évident de vendre rapidement. Euh, il faut se dire aussi que si on veut vendre dans l'urgence, parce qu'il faut l'argent pour pouvoir prendre, aller en EHPAD ou améliorer son logement, plus on va vendre dans l'urgence, plus ça va influer sur le prix de vente, parce qu'on va devoir baisser son prix de vente pour justement vendre vite et récupérer cet argent. Donc, l'urgence écarte les solutions alternatives, vente sous toutes ses formes, mise en location, prêt hypothécaire envisagé ou autre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager en amont. Alors, qu'est-ce qu'il y a à disposition comme autour du patrimoine, si on veut du patrimoine immobilier, si on veut avoir un complément financier pour pouvoir, là encore, améliorer son logement ou partir en établissement. Alors, il y a d'abord la vente en viager. Bon, celle-là, elle est assez connue et souvent, moi, j'en parle avec les aidants qui me disent, bah non, là, évidemment, mon parent, il y a des problèmes cognitifs, mais enfin, ils peuvent encore se maintenir à domicile à condition qu'on aménage le logement. Ça peut être la solution. La vente à viager, je rappelle rapidement ce que c'est. C'est tout simplement, on vend le bien. La personne, donc le parent qui vend le bien, va récupérer ce qu'on appelle un bouquet, c'est-à-dire une somme qui va être donnée au moment de la vente en viager par l'acheteur, donc c'est une somme fixe, et ensuite cet acheteur va verser une rente viagère, c'est-à-dire tous les mois, va verser un montant au vendeur. Et je rappelle que la vente en viager va exister jusqu'au décès de la personne qui vend. Alors, il y a eu un film très célèbre que tout le monde a vu avec Michel Serrault sur le sujet. Alors, évidemment, pour l'acheteur, ça peut être une mauvaise solution si effectivement la personne bah, vit encore très très longtemps. Effectivement, plus la personne vit et plus la rente viagère sera à payer. Mais pour le vendeur, ça peut être tout à fait une solution pour avoir un complément de revenu. Alors, le viager peut être occupé ou le viager peut être libre. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est tout simplement que le viager occupé, comme son nom l'indique, il est occupé par le vendeur qui reste dans les lieux. À partir du moment où il reste dans les lieux, la personne va continuer à occuper le bien. Donc, l'acheteur possédera le bien, mais pas encore dans la plénitude, puisque il ne pourra pas l'occuper lui-même. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le viager libre. Là, le vendeur cède son bien à l'acquéreur qui peut l'occuper dès la signature de l'acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur. Là, ça peut être une solution effectivement pour les personnes qui veulent rentrer dans un établissement. Mais même si l'acheteur peut occuper le logement, ça ne le dispensera pas pour autant de verser toujours la rente viagère régulièrement au vendeur afin que celui-ci ben, ait un complément d'argent. Donc là, je vous ai résumé rapidement le fonctionnement. Bien évidemment, il faut se rapprocher d'un notaire ou de structures immobilières spécialisées qui s'occupent de ce type de montage, qui permettra ce sont ces gens qui pourront calculer le montant du bouquet et le montant de la rente, selon, alors,
le bouquet et la rente sont calculés en fonction de quatre valeurs, on va dire. La valeur foncière du bien, l'âge l'âge du vendeur, le versement du bouquet et son montant et le statut libre ou occupé du bien. Effectivement, ça influera sur le montant du bouquet ou de la rente viagère. Donc ça, c'est la vente en viager simple, la plus souvent connue. Alors, les avantages, bon, on l'a vu, ça peut permettre de rester chez soi tout en percevant une rente. Je rappelle malgré tout que la taxe foncière, les gros travaux seront à la charge de l'acheteur, c'est-à-dire que le vendeur, la personne vulnérable ou en difficulté sera exemptée de ces frais. Je rappelle que la vente à vie, donc la rente viagère, sera revalorisée régulièrement, que la rente est partiellement soumise, alors malgré tout, la rente est partiellement soumise à l'impôt sur le revenu. Je vous ai mis un exemple, sera soumis à l'impôt sur le revenu 30% de la rente si le viager a commencé après 70 ans. Là encore, le notaire ou les structures immobilières spécialisées vous pourront vous détailler toutes ces rubriques sans aucun problème. Le but, c'est pas que je vous donne tout ça aujourd'hui. Et je rappelle également que le bouquet, c'est-à-dire la grosse somme qu'on a au démarrage, voilà, est exonéré d'impôts. Donc, c'est intéressant également pour le vendeur. Donc, c'est une solution tout à fait envisageable quand on a besoin d'argent pour un maintien à domicile. On va passer à la slide suivante. Alors là, on vous a mis, on ne va pas le détailler, Non, à moins Véronique, puisque c'est toi qui l'avais rajouté, si tu veux non, expliciter non. un petit peu. Vous avez juste un exemple de viager pour une maison de 250 000 euros, alors, ou un appartement, hein, voilà. Donc, je trouvais intéressant de vous le présenter comme ça, et vous verrez que pour un homme, pour une femme ou pour un couple, il y a des différences qui peuvent quand même être assez remarquables. Ce qu'on voit quand même dans cet exemple-là, c'est que tout seul, on va peut-être plus vite, mais à deux, on va plus loin. Parce que si la rente ne s'élève qu'à ce montant-là, ou ici par rapport aux deux autres, c'est qu'à deux, on tient plus longtemps. Voilà. J'en parle souvent dans les interventions sur la retraite. Un couple, enfin, vivre en couple, c'est 7 ans de plus d'espérance de vie. Et vous voyez, dans le cadre du viager, on l'a bien compris. Voilà. Puisque comme on va payer plus longtemps, on paye un petit peu moins. Voilà. Mais là aussi, hein, c'est intéressant de voir que madame vit plus longtemps que monsieur, en tout cas dans les calculs qui sont faits par les spécialistes. Et puis voilà, vous avez les autres types de viagers dont on va vous parler maintenant, d'ailleurs. Enfin, dont on vous a parlé. Hein. Viager sans rente avec un droit d'usage et d'habitation. Voilà. Donc vous avez l'exemple, pensez bien, 250 000 euros. 250 000 euros de valeur, c'est ce que j'avais trouvé. Alors, je voudrais vous parler également, moi, de quelque chose bah, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais là encore, que je préconise quand on veut un maintien à domicile et qu'il faut, bah, il faut de l'argent pour aménager le domicile. C'est ce qu'on appelle le prêt viager hypothécaire. Alors, c'est un contrat par lequel un établissement de crédit va vous faire, bon, comme son nom l'indique, un crédit pour pouvoir financer par exemple, des travaux pour un maintien à domicile. Vous allez me dire jusque-là, bon, bah, d'accord, c'est un prêt travaux, on va le dire comme ça. Sauf que là, c'est un petit peu particulier puisque la personne va mettre l'immeuble en garantie de ce crédit. C'est-à-dire elle va dire au banquier, ben voilà, vous prenez une hypothèque sur mon bien pour garantir le prêt que vous allez me faire, que je vous demande pour l'aménagement de la maison. La petite différence, c'est qu'il n'y aura pas de remboursement de capital ni d'intérêt par la personne, c'est-à-dire la personne aidée, par exemple, qui a fait le crédit.
En revanche, au décès de cette personne, les héritiers vont hériter de la dette puisque le crédit sera toujours d'actualité puisqu'il n'y aura pas eu de remboursement de capital ni d'intérêt. Alors là, deux possibilités seront proposées aux héritiers. Soit ils vont dire, parce que ça je l'ai déjà vu, ah ben non, mais c'était une maison de famille, nous, on veut la garder, c'est les souvenirs. Enfin, bon, il peut y avoir un tas de raisons. Et à ce moment-là, bah, ils pourront rembourser le prêt sur leurs fonds propres s'ils le souhaitent. Soit dire, bah non, la maison, on ne veut pas forcément la garder. Et donc, ils pourront rembourser le prêt en capital et en intérêt avec le produit de la vente du bien qui a été apporté en garantie. Donc, vous voyez l'intérêt possible de souscrire ce type de produit pour faciliter justement une rentrée d'argent pour aménager ce bien pour rester à domicile. Autre chose qui est importante de savoir, je vais te demander de cliquer, Véronique, sur le Oui, dernier la petite boulette point. attends, attends, ça arrive. Pas de problème. Voilà, parce qu'il y a quand même Voilà, pardon, oui. il y a une petite chose Oui, importante, ça c'est vas-y, très clique important, oui. encore, voilà, c'est que si il est décidé de vendre le bien et que la vente du bien est inférieure à l'estimation faite, parce que bien évidemment, au moment où la banque va faire le crédit et qu'elle va prendre une garantie hypothécaire, elle va demander une estimation du bien. Donc, si à la vente du bien, par exemple, par les héritiers, si la vente du bien est inférieure à l'estimation faite, à ce moment-là, c'est l'établissement prêteur qui va supporter la différence. Et dans le cas contraire, les héritiers vont percevoir l'excédent. Donc ça, c'est quand même une petite subtilité à connaître sur ce type de produit, Mm. alors qui peut être, le prêt hypothécaire peut être utilisé par n'importe qui. Ça, c'est une petite spécificité, le prêt viager hypothécaire, et vous en voyez bien l'intérêt pour certaines personnes qui ont du patrimoine immobilier. Voilà pour là encore, se rapprocher de son notaire pour avoir toutes les informations sur ce type de montage ou son banquier, bien évidemment, qui est à même de donner les explications. Je voudrais vous parler aussi, toujours pour financer le maintien à domicile, d'une autre possibilité par rapport à l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Alors là, c'est pour s'assurer des revenus, il est possible de procéder à un démembrement de propriété, c'est-à-dire séparer la nue propriété de l'usufruit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le viager, c'est-à-dire que le bien, par exemple, peut être donné à ses enfants. La personne vulnérable donne du temps de son vivant, donc le bien à ses enfants, et elle demande un démembrement de la propriété, c'est-à-dire qu'elle en garde l'usufruit, c'est-à-dire qu'elle reste chez elle et pour pouvoir continuer à vivre là et terminer peut-être ses jours chez elle. En revanche, la nue propriété sera donnée aux enfants et donc ce sont les enfants qui deviendront propriétaires du bien. Donc c'est une façon aussi, alors c'est pas toujours proposer le démembrement de propriété quand on parle du couple aidant aidé et quand on veut financer du maintien à domicile, on le propose souvent, enfin les notaires le proposent souvent Mm. sous forme de donation de son vivant pour des questions de droit de succession. Mais il faut penser aussi à cette possibilité de démembrement de propriété dans l'optique certes de transmettre son patrimoine de son vivant, mais aussi de pouvoir justement rester chez soi et n'avoir plus à s'occuper que finalement du fait d'être chez soi et pas avoir à gérer derrière les travaux, les paiements de taxes foncières et autres. Cet usufruit, donc quand l'aidé garde l'usufruit, c'est pour rester dans le logement ou encore, je le répète, pouvoir partir en établissement, mais louer
le bien et donc ainsi percevoir des loyers qui permettront de faire un complément financier pour pouvoir payer l'EHPAD, puisque là, on le répète encore, quand on rentre en établissement, les montants peuvent être très, très conséquents. Donc, ça peut être une solution aussi à envisager quand on a du patrimoine immobilier. Je voulais vous parler également, alors là, peut-être plus pour financer une entrée en établissement directement, ce qu'on appelle la vente à terme. Alors, je te demande, voilà, parfait, si tu peux me dérouler les différents, voilà. Alors là encore, c'est un petit peu le même principe pour le viager. Le vendeur va donc vendre son bien, l'acheteur va lui verser un bouquet et il va verser une rente. Donc vous allez me dire jusque-là, pas de différence avec le viager. Sauf que là, c'est une vente à terme. La vente en viager, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on le souscrit, c'est jusqu'au décès du vendeur. La vente à terme, ça veut dire qu'on détermine dès le début combien de temps va durer le versement de la rente. Donc ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, bon voilà. Donc l'acheteur devient propriétaire du bien immobilier en versant une somme, puis des mensualités pendant une certaine durée, une durée qui a été définie au démarrage. Le contrat de vente donc est conclu devant un notaire par acte authentique. Donc là, la vente est réalisée. La durée de paiement des mensualités est fixe et limitée, puisqu'on a dit on le fait pour 10 ans ou on le fait pour 20 ans. Enfin bref, là on décide. Les mensualités perçues par le vendeur ne sont pas ou peu imposables. Là encore, à voir avec le notaire toutes ces notions fiscales. Le montant des mensualités évolue en fonction de l'indice du coût de la construction. Donc, effectivement, pour le vendeur, c'est l'assurance d'avoir une rente qui va évoluer avec le temps. Et une sécurité aussi, il y a une annulation de la vente s'il y a défaut de paiement des mensualités par l'acheteur. Euh, quelle différence ça fait avec le viager classique dont je vous ai parlé tout à l'heure? C'est que tout à l'heure, la vente n'est ferme et réalisée qu'au décès du vendeur. Là, c'est une vente à terme. Donc, la vente est réalisée au moment où on signe le contrat chez le notaire. Mais si d'aventure, l'acheteur, sur la période de 10 ans ou 20 ans qui a été conclue, ne payait plus les mensualités, il pourrait avoir annulation pure et simple de la vente. Donc, c'est une garantie aussi pour le vendeur et ça rassure, bien évidemment. Donc, voilà, c'est peu connu. Mais ça peut être une solution également. Et là, effectivement, ça permet, alors c'est plutôt préconisé pour les personnes qui souhaitent rentrer en établissement et bon, ne peuvent plus habiter chez eux, mais veulent avoir une mensualité régulière qui arrive pendant un temps donné précis pour venir en complément des frais de l'EHPAD. Et j'ai une question, Oui, excuse-moi. mais je t'en prie. Enfin, si celui qui reçoit la rente décède, est-ce que en cours, hein, alors que la vente à terme n'est pas terminée, puisque Mm, on s'était engagé sur une durée de paiement, mm, est-ce que les paiements s'arrêtent ou est-ce que c'est les héritiers mm. qui Ben reçoivent? voilà, non, non, tu as raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, la vente a été conclue. À partir du D'accord, moment où elle a été conclue, elle existe jusqu'au bout. Donc, effectivement, la personne doit payer jusqu'au bout et c'est les héritiers, ça rentrera dans la succession. Voilà. d'accord, d'accord. Ouais, Voilà. c'est très intéressant. C'est une solution également enfin, qu'on ne connaît pas forcément parce Non. qu'effectivement, c'est des subtilités quand même, mais qui peuvent être intéressantes et dont il faut parler avec son notaire quand on a du patrimoine immobilier. Alors, enfin, quand on veut financer l'entrée en établissement, on peut dire tout simplement, sans rentrer par tous ces montages juridiques dont je viens de vous parler, bah, dire, bah voilà, j'ai une maison ou j'ai un appartement, je pars en établissement, donc
a fortiori, je l'occupe plus, donc je vais tout simplement le louer. C'est-à-dire qu'on a pris une autre décision de vente de l'immeuble tout de suite. On dit, d'abord, je veux le transmettre peut-être à mes héritiers, donc pour l'instant, moi je pars, je veux des revenus, donc je vais le louer. C'est une solution aussi. Bon. Malgré tout, vous avez vu, j'ai été rapide sur les avantages. Par contre, je voudrais mettre en exergue quand même les inconvénients. Parce que quand on fait comme ça, on reste en pleine propriété de son immeuble. Et donc, on est tenu, comme quand on loue en étant plus jeune, d'assurer la gestion locative, c'est-à-dire que bah, ça rentre dans un système de turnover. Si par exemple le locataire il part au bout d'un an, bah, il va falloir retrouver quelqu'un. Et quand on est en établissement, on est quand même en général invulnérable, peut-être plus avec les facultés cognitives pour pouvoir faire cette gestion locative. Bon, donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté qui puisse s'en occuper. Je rappelle aussi qu'on est toujours en pleine propriété de l'immeuble, donc on doit continuer à entretenir le bien. C'est quand même un petit peu la différence avec mes histoires d'usufruit tout à l'heure, où là, l'usufruit, bah, on ne fait que le petit entretien classique, mais on n'est plus tenu d'entretenir le bien avec des gros travaux. Et puis, autre chose qui est quand même pas négligeable, c'est qu'en tant que propriétaire, on est tenu toujours au paiement de l'impôt foncier, ce qui n'est plus le cas dans le cadre d'une vente en viager ou d'une vente à terme. Donc, et le paiement de l'impôt foncier, bon, on sait tous que ça peut être très très lourd. Et la personne qui est rentrée en établissement, donc qui doit déjà faire face aux frais de l'entrée en établissement, ne sera peut-être pas en mesure de payer l'impôt foncier. Donc, c'est une solution, mais c'est une solution qu'il faut envisager avec tous les petits risques ou les petits inconvénients dont je viens de parler, que je viens d'évoquer. Mais, je le répète, ça peut être une solution tout à fait intéressante. Voilà, j'ai passé en revue, certes rapidement, les solutions financières que l'on peut mettre en place. Vous avez vu que malgré tout, pour certaines, il faut qu'il y ait eu de l'anticipation. Donc, j'en reviens un petit peu au mot de la fin que je vais laisser à Véronique. Les questions d'argent, bon, vous avez bien compris que même à ce moment-là, elles sont incontournables, comme toujours. C'est trop souvent implicite ou éludé. C'est difficile de parler de ces choses-là, surtout quand l'état de santé se dégrade, quand les facultés cognitives deviennent voilà, difficile. Faut rappeler quand même que c'est souvent ces questions d'argent qui vont être source de conflits dans les familles. Il faut effectivement, quand, quand les rapports entre aidants et aidés, je vais parler en famille proche, euh, deviennent difficiles, c'est pas la peine de rajouter les questions d'argent aux questions quotidiennes qui sont déjà très compliquées. Donc, avec Véronique, on a un seul mot que tu vas faire apparaître Tout à fait, magiquement. magiquement, c'est anticipons. Vous vous en doutiez un petit peu. Voilà. Et en tant que travailleurs sociaux, même si c'est pas, certes pas à vous de prendre des décisions sur tout ça, c'est au moins à vous, en complément de tout ce que vous pouvez faire pour trouver les aides sociales, pour mobiliser toutes les aides financières qui sont à votre niveau, c'est de surtout conseiller aux personnes que vous accompagnez d'anticiper le plus en amont toutes ces questions d'argent. Je te laisse prendre la suite, Merci Véronique. beaucoup, Yolande. Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a des questions à poser avant que je conclue cette matinée? Alors, il y avait une question, tu peux peut-être Ah, y tu vois? répondre. Je sais pas, tu Attends. ne l'as pas vu apparaître. Ah, je ne l'ai C'était pas vu de parce que je suis sur Sarah tellement de choses. qui Oui, disait Cyclades et Agira, comment faire la demande pour un oui. tiers? Est-ce qu'il faut une procuration? Alors, Sarah, alors, ce que je sais.
c'est qu'on peut faire la demande au nom de tout le monde. Au moment où on nous dit qu'il y a de l'argent, le relevé de compte qu'on devra fournir doit être au nom soit du bénéficiaire, soit d'un héritier, enfin, si c'est une assurance vie par exemple, enfin, ou bénéficiaire évidemment, ou d'un héritier dans le cas d'une personne décédée. Donc là, quand vous remplissez les informations, vous remplissez sur Cyclade les informations, vous avez la petite flèche verte qui vous dit que il y a de l'argent à retrouver. On va vous demander un certain nombre d'informations. Et à partir du moment où vous fournissez le relevé de compte, il n'y aura pas d'envoi d'argent si vous n'êtes pas le titulaire du compte. Il faut, voilà, on vérifiera votre degré, si la personne est décédée, si vous êtes un enfant en ligne directe. Voilà. Et alors, pour avoir vu des étudiants faire des recherches pour leurs parents, après, ils négocient quand les parents sont toujours vivants, hein. Comme ils connaissent la date et le lieu de naissance de leurs parents, et quand ils retrouvent l'argent, ils disent aux parents, bon, je t'ai retrouvé un compte, s'il y a beaucoup d'argent, on négocie. Alors, là encore une fois, je rappelle qu'il y a autant de chances de récupérer 3 500 euros que de risque de récupérer 1,80 €. Voilà, puisque j'ai vu les deux cas. Oui, c'est moche, je Oui, suis c'est moche, d'accord. oui. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, nous sommes jamais, Yolande, je dois dire, je n'aurais cru que nous terminions avec 4 minutes d'avance. C'est incroyable. Ce qui me prouve que tu as bien préparé ton temps, c'est formidable. Nous vous remercions évidemment toutes les deux, s'il n'y a pas d'autres questions, pour votre présence et votre intérêt. Sur le dernier, je vais vous le mettre tout de suite, sur la dernière slide. Voilà, vous avez nos coordonnées. Euh, Si vous avez besoin de nous poser des questions ou de choses particulières, de questions particulières que vous n'auriez pas pensé poser ce matin, mais évidemment, votre partenaire habituel de finance et pédagogie est à votre disposition. Sachez bien sûr que cet atelier, il peut être développé en prenant un petit peu plus de temps. Parce que là, ce matin, on a tenu compte du fait que vous étiez des professionnels avec de solides acquis, mais on peut le développer auprès des salariés, auprès des bénéficiaires, auprès des publics, en prenant quand même à minima une bonne heure supplémentaire. Parce que par exemple sur Cyclade, on leur montre comment on va, il y a toujours des questions particulières à régler, et donc voilà, il faut compter au moins une intervention de 2 heures, 2 heures et demie. J'ose pas vous dire 3 heures. Si on fait une intervention de 3 heures, il y aura vraiment le travail sur les dents en général. La première partie qu'on n'a pas faite ce matin. Oui, puisque Euh, effectivement, si je peux me permettre, on n'a oui, pas du tout développé oui, toutes les aides. On a vu surtout ce qu'on pouvait faire pour l'aider, mais on n'a oui. pas développé toutes les aides financières pour les aidants. Et Dieu sait si maintenant, pour un aidant qui travaille, il y a des choses qui ont été mises en place. Alors, qui ne sont pas parfaites, loin de là, ça je le dis, mais qui aujourd'hui permettent quand même d'avoir des compléments de revenus quand on est obligé de passer un petit peu plus de temps avec l'aider ou qu'on a décidé de passer un petit peu plus de temps avec l'aider. Donc voilà, donc là aujourd'hui, effectivement, on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet-là. Donc, le replay sera disponible à partir de la semaine prochaine. On vous enverra les liens en début de semaine. N'oubliez pas notre prochain atelier le 7 mars où nous nous interrogerons sur le matrimoine et l'éducation financière des filles qui reste en 2025, soit 60 ans après que les femmes aient le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur conjoint, un sujet extrêmement brûlant. À très bientôt donc. Merci infiniment Yolande. Merci à tous Merci pour à votre toi, présence Véronique, et bon avec plaisir. vendredi et bon week-end.